Fidèles internautes, bonjour et bienvenue. Longtemps souhaité par les acteurs politiques, le financement public des partis politiques est enfin une réalité au Bénin. Par décret numéro 2020-362 du 22 juillet 2020, le chef de l'État, Patrice Talon, a décrété l'allocation d'une somme de 3 milliards de francs CFA au titre de financement des partis politiques remplissant les conditions définies dans la loi numéro 2019-44 du 15 novembre 2019 portant financement des partis politiques en République du Bénin pour le compte de l'année 2021. Une nouvelle qui tombe certainement comme Mars en carême pour ces partis politiques qui lognent déjà du côté de la prochaine élection présidentielle se posent mille et une question quant à la sempiternelle équation de la mobilisation des ressources. Ce sera notre premier sujet du jour. Priorité étant à l'actualité politique sur cette émission, nous parlerons en deuxième sujet de cette proposition de loi qui se mijote de l'autre côté de l'Assemblée nationale et qui est portée justement par l'honorable Augustin Aranwebla. Le député envisage en effet une retraite plus ou moins paisible pour les anciens parlementaires. Les chroniqueurs décrypteront dans les minutes à suivre l'opportunité et la pertinence d'une telle proposition de loi. Chers internautes, merci pour votre fidélité renouvelée à nos programmes. Le débat, c'est tout de suite et maintenant. L'exercice de décryptage de ce matin se fera avec Alphonse Moïse Soudé. Bonjour. Bonjour à vous, Gabin. Bonjour à tous. Merci pour la disponibilité. C'est moi. Avec vous pour ce plateau pour décrypter les deux sujets annoncés dans mon introduction liminaire. Cyriaque Dekenou, bonjour. Bonjour à vous, bonjour mesdames et messieurs les internautes de BNews TV. Alors je rappelle que vous êtes journaliste, analyste, directeur général du quotidien Émergence Info. Merci pour la disponibilité. Et donc nous allons aborder les deux premiers sujets, de cette semaine. On parlera en premier sujet donc du financement public des partis politiques qui est devenu une réalité au Bénin avec ce décret sorti depuis le 22 juillet dernier, signé par le chef de l'État qui octroie donc 3 milliards de nos francs aux partis politiques qui ont des élus locaux et des parlementaires à l'Assemblée. Quelle est votre note sur cette actualité? Alphonse Moïse Soudé, je commence par vous. Je donne la note 6. 6 pour Moïse Soudé. Et vous, Alfred Dekenou? Alors, Alfred Dekenou a donné 7 sur 10. Merci pour cette note-là que vous allez justifier donc dans les minutes à suivre. Et dites-nous déjà, est-ce que cette loi n'est pas une avancée dans la réforme du système partisan au Bénin? C'est une première qu'au Bénin, l'État s'engage d'abord à venir en aide aux partis politiques. C'est vrai que c'était déjà une promesse du candidat Patrice Talon de devenir par la suite président de la République. Et à travers la réforme du code électoral et de la charte des partis politiques, on s'attendait véritablement à ce que ces différentes propositions qui rentrent dans la droite ligne de l'assainissement de la vie politique béninoise soient quand même, disons, mises en exécution. Aujourd'hui, savoir que l'État a mis à disposition près de 1,5 milliard aux formations politiques qui ont participé aux dernières élections en République du Bénin n'est quand même, disons, qu'une preuve évidente de ce que la réforme du système partisan a véritablement pris corps au Bénin. Ce qu'il convient également aussi de souligner, c'est que cette décision et la mise en œuvre de cette réforme vise également à mettre un thème au financement occulte des formations politiques. Aujourd'hui, c'est l'État qui met ses sous. C'est l'État qui, quand même, disons, vous finance au regard des performances que vous avez eu à faire au cours des élections qui ont suivi. Cela voudrait dire que les partis politiques aujourd'hui ne peuvent plus être forcément les clubs électoraux circonstanciels, non. Ça doit être de véritables partis politiques qui, sur la durée, présentent des performances qui permettent quand même, disons, à l'État de pouvoir mettre à leur disposition les moyens donnés. Et sachez que les 1,5 milliard mis à disposition sont répartis en fonction des performances réalisées. C'est-à-dire quoi? Le coefficient utilisé pour partager ces sous aux différentes formations politiques
c'est le nombre d'élus que ces formations totalisent qui constitue le coefficient de base que l'on utilise pour pouvoir savoir ce qui reviendra à X et ce qui reviendra à Y. Donc, on ne peut que féliciter le gouvernement qui, effectivement, face à d'autres urgences, a jugé vraiment utile de joindre là à la parole. Et nous en sommes là. C'est vraiment heureux. Alors, le gouvernement qui joint l'acte à la parole, c'est justement une prouesse que vient de réaliser encore le président Talon, parce que cette réforme était souhaitée depuis plusieurs années. Les gouvernements qui se sont succédés à la tête du Bénin n'ont jamais pu réaliser cela. Mais aujourd'hui, c'est Patrice Talon qui, une fois encore, vient de marquer positivement le pays en octroyant cette subvention au parti politique Alphonse Moïse Soulé. L'octroi de cette subvention vient confirmer, vient mettre en pratique la loi 2019-44 sur le financement des partis politiques. Et vous savez très bien qu'on a toujours dénoncé le fonctionnement des partis politiques qui étaient pris en otage par ceux qui étaient nantis, qui dictaient leurs lois à ceux qui n'avaient rien. Et ce financement vient à point nommé pour désormais permettre aux partis de jouer le rôle dévolu à eux par la loi. Et quand vous prenez l'article 5 de la loi 2019-44, c'est clairement défini ce à quoi est destiné l'argent. C'est pas pour faire la fiesta. On dit il faut parler du fonctionnement du parti. Qu'il vous souvienne qu'il y a des partis politiques dont les locaux sont logés dans des maisons appartenant aux propriétaires en griffe du parti. Désormais, avec ce financement-là, le parti politique a la possibilité de faire un bail pour avoir un siège. Ça ne sera plus dans la maison de quelqu'un qui, du jour au lendemain, quand il aura des difficultés avec le parti, va exiger qu'on déménage le siège. Désormais, on pourra avoir un siège digne du nom, on pourra payer régulièrement les factures d'eau et d'électricité parce que dans le premier tiret de l'article 5, on parle du bon fonctionnement du parti. Donc, il faut déjà d'abord régler ces détails-là. Mais l'autre chose est que le parti pourra éduquer et former ses membres parce que ces fonds sont destinés à la formation et à l'éducation. Et je l'ai toujours dit que les gens entrent dans les partis politiques sans aucune formation. Ils n'ont aucune notion de ce que c'est que la politique. Ils n'ont aucune notion de ce que c'est que la communication politique. Ils n'ont aucune notion du marketing politique. Désormais, les partis ont en leur possession les moyens qu'il faut pour désormais avoir de bons citoyens. Donc, ils n'auront plus droit à l'erreur sur ce plan-là parce que quand l'État vous met à disposition des moyens, c'est pour que ces moyens-là soient bien utilisés. Et puisqu'on a même dit dans la même loi que désormais, vous devez faire le point à la Cour des comptes et que l'inspection générale d'État peut descendre à tout moment pour voir comment les fonds mis à disposition sont gérés. On va y venir, Alphonse Moïse Soulé, mais déjà, est-ce que quelque part ce financement-là ne vient pas limiter un peu les marges, les cotisations auxquelles sont astreints les membres des partis politiques? Est-ce que quelque part, ce n'est pas ces cotisations-là ne vont pas disparaître? Quand vous faites partie d'une organisation, oui, vous devez payer régulièrement vos cotisations. Je ne suis pas sûr certain que ces fonds mis à disposition suffiraient à gérer véritablement le parti. Parce qu'on a parlé des démembrements des partis. Il faut, si je fais une règle de 3, c'est aussi simple que ça, sans tenir compte du quota, à savoir 60% des députés, 40% des élus communaux. Si je donne, disons, à chaque parti 500 millions, ce n'est pas évident que cela puisse couvrir toutes les charges sur le territoire national. Les membres de ces partis-là doivent pouvoir libérer leurs cotisations. Parce que ça fait partie des droits. Si vous ne libérez pas vos cotisations, vous devez tout attendre de l'État. Ça ne marchera pas. Il y aura de ces petites dépenses-là que vous devez effectuer. Et ce n'est pas évident que même si vous prenez les 500 millions pour le deuxième trimestre, ce n'est pas évident que cela puisse suffire. Parce que dans ça, vous aurez une base. C'est vrai que le parti aura une base quelque part, mais dans les différents arrondissements, il faut aussi avoir des sièges. Il faut louer les maisons. Moi, je ne suis pas d'accord qu'on aille installer le siège d'un parti dans la maison d'un individu. Parce que dès l'individu a problème avec le parti, il peut se lever le matin et dire « Dégagez votre siège de ma maison ». Donc, il appartiendra au parti de régler régulièrement. C'est pourquoi je dis, avec les moyens, que les problèmes surviennent. Il vaut mieux faire un bail. Ne pas aller installer le parti sur un individu. C'est un gros risque. Maintenant que l'État vous a donné les moyens,
vous devez quand même donner à votre parti un siège quand même digne du nom. Et il y a des partis qui avaient leur siège dans des cagibiers. Maintenant, ils n'ont plus droit à l'erreur. Voilà, ils n'ont plus droit à l'erreur. Hein. C'est votre opinion sur cette question, Alphonse Moïse Soudé. Je vais revenir à vous, Sirac Deke. Aujourd'hui, seulement 3 formations politiques sont éligibles à ce financement de l'Union progressiste, le Bloc républicain et les FCBE qui détiennent aujourd'hui des élus tant à l'Assemblée nationale qu'au niveau de nos communes, alors qu'il y a une dizaine de partis au Bénin. Est-ce que ce n'est pas des regrets, des formations politiques qui ne sont pas éligibles à ce financement-là ne vont pas se mordre les doigts? Je pense que ceux qui doivent nourrir de regrets, c'est les leaders de ces différentes formations politiques qui ont décidé, qui ont fait le choix de ne pas candidater aux dernières élections qu'il y a eu en République du Bénin. Je parle et beaucoup plus précisément des dernières élections communales et municipales. Et cela voudrait dire que effectivement les choses ont changé au Bénin. Vous savez, parfois et par le passé, on avait des formations politiques qui, avouons-le, pouvaient participer aux élections municipales et communales rien que dans un arrondissement donné, juste parce que on veut simplement récupérer l'arrondissement là et que bon, le leader de cette formation politique soit peut-être le CA ou bien dans une commune donnée, on veut simplement quand même, disons, récupérer la mairie. Les partis politiques comme le PRD, comme également aussi l'UDBN, qui ont réussi finalement à franchir le filtre de la Sénat et n'ont pas pu quand même, disons, n'ont pas pu avoir des élus. Pas parce que ces partis-là n'ont pas eu de suffrage sur le plan national, non, mais parce que effectivement aussi le résultat obtenu n'atteignait pas les 10% pour être éligible à l'attribution quand même, disons, et des sièges. Ce qui voudrait dire qu'au Bénin les choses ont changé et que lorsque le gouvernement choisit de mettre un thème aux partis communaux, aux partis ethniques, aux partis quand même, disons, départementaux, le gouvernement se donne également aussi la responsabilité d'accompagner ces formations politiques qui, quand même, disons, font l'effort de se hisser vraiment très haut. L'autre aspect de la chose qu'il convient véritablement de souligner, c'est le fait qu'aujourd'hui, on a des formations politiques comme l'UP, BR et les FCBE qui sont quand même, disons, éligibles au partage de cette subvention de la part de l'État. Et ce qui est heureux, c'est le fait que ces sous ne seront pas utilisés quand même de façon anarchique, non. C'est-à-dire l'inspection générale de l'État peut passer à tout moment. Et au regard de la rigueur du président Patrice Talon qui, avouons-le, avec la création de cette criette quand même, disons, a fait instaurer une certaine psychose dans la mémoire collective de tout le monde, des partis politiques, de tout le monde. Aujourd'hui, on est très regardant ce qui concerne la gestion des fonds publics. La dernière chose également aussi qu'il est important de souligner, c'est le fait que cela quand même, disons, n'emporte pas sur les cotisations habituelles, telles qu'il l'évoquait tout à l'heure. J'échangeais la dernière fois avec un député d'une formation politique dont je tais le nom, qui m'a dit, mais Sirac, laisse, on prélève nos cotisations à la source. J'ai dit, bon. Il a dit, oui. Systématique. Il a dit, oui, on prélève nos cotisations à la source. Je crois que c'est 200 000 francs CFA par député que cette formation politique prélève à la source. Donc, cela veut dire quoi? Lorsque le député reçoit son salaire à la fin du mois, il n'a même pas besoin encore de savoir, de se gêner pour envoyer l'argent à la formation politique. Non. Depuis déjà la source, la formation politique prélève de façon systématique. Les partis ne font pas confiance aux députés. De façon systématique, au fait, une partie des fonds rentre directement dans le compte du parti politique. Pourquoi? Parce que le parti politique est animé véritablement par le souci de faciliter la tâche à ses élus. Ça dit quoi? Il ne faut pas que forcément, quand même, disons, l'élu soit amené d'abord à aller faire un retrait pour peut-être, disons, faire un chèque au parti politique. Non. Ce qui voudrait dire qu'aujourd'hui, le financement public ne veut pas mettre fin à cette pratique. Ce qui voudrait dire qu'aujourd'hui, quand même, disons, les choses sont très, très bien organisées. Et j'invite également aussi d'autres formations politiques à s'organiser pour que aux prochaines élections
et que ces formations politiques puissent également aussi participer et peut-être à travers d'autres critères que ces formations politiques puissent véritablement bénéficier de ces subventions de l'État béninois. Merci, Sirac Dekenou. Votre question, justement, votre réponse vers la fin m'amène justement à poser une question à Sirac Dekenou, à votre co-débatteur Alphonse Moïse Souré. Tout à l'heure, vous parliez des 10% que d'aucuns prennent pour une barrière, pour limiter, pour restreindre l'éligibilité justement des formations politiques à ceux financement public là. Vous avez évoqué également la question de l'ouverture des élections à d'autres formations politiques. Mais là, est-ce que quelque part ça ne limite pas les marges de manœuvre de ces formations politiques là qui sont également habilitées à bénéficier de cette subvention publique de l'État? Les partis politiques, au-delà des 3 bénéficiaires, à savoir l'UP, le BRE et la FCBE, les autres n'ont pas droit à cela. Mais pour qu'on puisse leur accorder une subvention, il faut toucher à la loi. Il faut toucher à la loi qui a été votée en novembre 2019. Il faut toucher aux articles 9 et 10. Parce que c'est à ce niveau-là qu'on a fixé. On a dit les financements sont accordés au prorata. Ça veut dire quoi? Qu'il faut trouver un article pour dire tous les partis politiques régulièrement constitués, même si ce n'est pas le même taux qu'ils auront avec les partis qui ont des députés, des conseillers communaux, l'État doit pouvoir leur affecter un certain financement. Parce que si l'État ne le fait pas, ça veut dire quoi? Où est-ce qu'ils vont trouver de l'argent pour Parce qu'en définitive, c'est tous les partis politiques qui animent la vie politique. Tous les partis politiques animent la vie politique. Donc, l'État doit pouvoir trouver un mécanisme pour leur apporter un soutien financier. Sinon, ce que Sidiak a dénoncé tantôt dans les partis politiques, on risque de se livrer au blanchiment d'argent, on risque d'avoir des financements occultes, et là, l'État n'a pas la possibilité de contrôler ce qui se passe. Donc, moi, je dirais, il faut que l'Assemblée nationale revoie cette loi-là et introduise une clause pour permettre à tous les partis politiques régulièrement constitués, c'est-à-dire ceux qui ont leur récépissé, ceux qui sont reconnus par l'État, pour que l'État dise, étant donné que ces partis politiques n'ont ni élus municipaux, ni communaux, ni députés, on peut, dans le cadre de leur fonctionnement, peut-être, si ce n'est même pas de l'argent à leur remettre, on peut prendre en charge un certain nombre de dépenses vis-à-vis de ces partis-là, parce qu'ils participent, qu'on le veuille ou non. C'est pas parce qu'ils n'ont pas de députés qu'ils ne participent. Ils n'ont pas choisi. Certains n'ont pas choisi de ne pas avoir de députés. La loi les a empêchés d'avoir des députés. Donc la loi aussi peut les autoriser à bénéficier, parce qu'au-delà de tout ce qu'on va dire, ils sont des citoyens béninois. Ils participent à l'animation de la vie politique. Ils apportent des critiques constructives au régime en place, ce qui permet au régime de procéder à des recadrages. Donc ils ne jouent pas un rôle inutile. Tout à fait. Je vous voyais sourire tout à l'heure. Je voudrais quand même, disons, apporter un certain nombre de précisions. Oui, très rapidement. La loi n'a empêché aucune formation politique de disposer de députés, non. Mais peut-être qu'au fait, la loi, telle qu'elle a été conçue, quand même, disons, et certains acteurs politiques ne se sont pas mis à la hauteur de cette loi. Vous êtes en train de dire la même chose. Parallèlement, si les acteurs n'ont pas pu se conformer à la loi, la loi n'a pas été un obstacle à leur ambition de se présenter aux élections. Non, mais je vous donne un simple exemple. On dit que pour pouvoir réussir au baccalauréat, qu'il faut avoir 10 de moyenne. Ce n'est pas parce que vous n'avez pas réussi à avoir les 10 de moyenne qu'il faut quitter maintenant désormais les 10 pour amener ça à 7 de moyenne que vous peut-être vous avez eu au baccalauréat. Non. Alors que d'autres l'ont eu. Alors que d'autres l'ont eu. Mais on parle ici de rachat. De cette formation politique. La loi, le code électoral ne prenait pas en compte le récépissé. Vous savez très bien que le code électoral en ce moment-là ne prenait pas en compte le récépissé. C'est un blocage qu'on a introduit après. Et vous parlez de blocage. Je voudrais dire quoi au fait de cette Et ce que moi je voulais proposer, c'est le fait que peut-être quand même, disons, d'autres formations politiques qui ont réussi à passer le filtre de la Sénat, c'est-à-dire quoi, les partis comme le PRD et l'UDBN, dont il faut saluer les efforts, puisque véritablement c'est à saluer, couvrir l'ensemble du territoire national et puis investir autant de moyens et avoir également aussi le résultat que ces formations politiques ont eu.
Nous savons très bien que des candidats à l'élection présidentielle en République du Bénin n'ont même pas réussi à avoir 2% de suffrage, mais pourtant certaines formations politiques ont pu quand même, disons, l'avoir pour les dernières élections municipales et communales. Donc, que l'on puisse quand même dégager une marge du budget à ces partis-là. Assouplir peut-être les dispositions, voilà. C'est une proposition. Vous rejoignez le contraire par rapport pour pouvoir, pas pour venir en aide à tout le monde, puisque effectivement la gabegie au niveau de la création des formations politiques, on pensait peut-être un peu plus tôt que la réforme du système partisan allait peut-être limiter cette gabegie, mais l'on s'est très tôt rendu compte de ce que, même si quand même, disons, la loi, elle est beaucoup plus aujourd'hui rigide et corsée, qu'elle n'empêche pas les gens d'aller déposer leur dossier au niveau du ministère de l'Intérieur et de réclamer d'être enregistrés. Au début, on était quand même, disons, à 2 à 3 formations politiques. Mais subitement, nous sommes aujourd'hui à 12 et 13 formations politiques. Tout à fait. Ce qui voudrait dire que d'ici 10 ans, 15 ans, nous reviendrons encore au système d'avant où le Bénin aura encore une centaine de formations politiques. Et c'est pas ça l'esprit du système de la réforme du système partisan. Quand vous allez aux États-Unis aujourd'hui, vous avez 2 grandes formations politiques, les démocrates et les républicains. En France également aussi, vous n'avez pas plus que quand même, disons, 5 grandes formations politiques. C'est aussi vrai qu'il y a possibilité de fusion entre les partis politiques. Donc, en fait, ma proposition aujourd'hui, c'est que peut-être ces 2 formations politiques qui sont restées au quai et puissent être également aussi prises en compte peut-être les années à venir de façon quand même, disons, à montrer que le simple fait déjà de faire l'effort d'avoir quand même, disons, un certain taux et à une élection peut-être prise en compte, peut-être encouragée. Exactement. C'est un plaidoyer, vous faites sur ce plateau. Nous l'espérons que ce n'est pas tombé dans les oreilles des sourds. Nous allons parler très rapidement du dispositif de contrôle parce que la gestion de ce financement-là, c'est également la grande question qui se pose aujourd'hui. Il est dit que les partis politiques doivent produire des états financiers au plus tard le 30 avril à la Cour des comptes, une institution qui aujourd'hui n'est pas encore installée. Est-ce que quelque part on n'a pas mis les charrues avant les bœufs? Non, certainement que on va Vous pensez que ce sera fait avant? On va vers l'installation de cette Cour des comptes, parce que si on a mis la loi en application, qu'il y a des organes de contrôle, en attendant que la Cour ne soit installée, nous avons l'inspection générale de l'État qui peut descendre à tout moment. Ce qui veut dire qu'au niveau des partis politiques, il faut installer un service administratif et financier. Il faut disposer des pièces comptables. C'est-à-dire qu'il n'y a plus question de dire bon, décharge, non, il faut disposer des pièces comptables. Étant donné que les partis sont régulièrement constitués, ils ont les différents organes de fonctionnement, il faut désormais mettre en place. Parce que si l'État, je suis convaincu qu'avant que l'État ne mette à disposition ces sous-là, on va vérifier un certain nombre de choses. On ne va pas dire que, bon, parce que ces 3 partis sont éligibles, il faut virer les sous. Non, il faut que les éléments cités, les conditions à remplir avant de bénéficier de ces fonds, l'État va les vérifier. Donc, désormais, il faut savoir que quand vous prenez l'argent de l'État, vous devez justifier. Les cotisations de vos membres, vous pouvez les dilapider comme vous voulez. C'est votre problème. Mais ce que le Béninois, parce que quand je dis l'État, c'est tous les Béninois, ce que vos compatriotes mettent à votre disposition pour que vous puissiez animer la vie politique, vous devez bien les gérer. Mais je tiens à dire, c'est pas parce qu'on n'a pas de député ou de maire qu'on n'anime pas la vie politique. Non. Vous voulez qu'on étende ce financement nous avons élaboré les acteurs de la société est appelé parti politique ceux qui remplissent telles conditions. Les gens ont rempli. On peut avoir, si la loi permet à tout le monde de remplir les conditions pour être parti politique, on ne peut pas limiter à ce niveau-là. Bon, en tout cas, la question reste ouverte. Je voudrais quand même, disons, il faut qu'on aborde le second sujet. Dire quelque chose très rapidement. Oui. Si l'on crée cette ouverture au financement des formations politiques, c'est-à-dire quoi, cet accès aux subventions de l'État à toute formation politique créée, soyez sûrs et certains que des gens feront l'effort de créer le parti politique, mais n'animeront pas la vie politique. Ils vont attendre dans leur coin et chaque année, ils prendront les subventions de l'État. Vous voyez? Et c'est pas ça l'esprit, non. Les gens doivent faire l'effort, quand même, disons, dans un grand ensemble. Et c'est même d'ailleurs ça le militantisme, c'est-à-dire quoi?
vous faites l'effort de cotiser, de faire l'effort quand Non, même, disons, c'est que d'aller c'est- jusqu'à mais un c'est pas certain donner niveau. les moyens, hein, Avant que parce que, l'État maintenant la loi va encadrer. encourage le Nous militarisme. sommes Je ne pressés, dis pas, nous sommes donner pressés par comme le ça temps. l'argent. La loi va encadrer, mais il faut donner cette Nous sommes, possibilité à tout parti politique de bénéficier des voilà, subventions de l'État. nous sommes pressés par le temps. Syriac Dekeno, Alphonse Moïse Souré, nous allons évoluer. L'essentiel, c'est que les formations politiques et leurs dirigeants sachent qu'il ne s'agit pas de sous à se partager comme de petits pains. Il faudra en faire une gestion judicieuse pour le bon fonctionnement du parti. Nous allons aborder notre deuxième sujet de la semaine qui a rapport à cette loi proposée par l'honorable Augustin Aranvoyebla, le député de la 20e circonscription électorale qui plaide pour une loi sur la retraite des anciens parlementaires. Quel est votre nom sur cette actualité, Syriac Dekeno? 5, hein? Ouais. Des notes en moins, hein? Parce qu'avant, il y avait noté 7 par ici et 6 par là. Donc, ça fait 5, Alphonse Moïse Soulé. Aujourd'hui, est-ce que vous voyez cette loi-là opportune? Non, moi, je salue d'abord l'initiative parce que c'est quand même un peu dommage. Vous allez voir les anciens ministres, ceux qui ont occupé des fonctions au niveau de la République, vous allez les voir en train de... J'en ai vu sur Zémijan. J'ai estimé que c'est pas normal. Les anciennes personnalités. Et oui, vous ne pouvez pas avoir occupé des postes de responsabilité dans votre pays et que du jour au lendemain, vous n'êtes plus aux affaires et vous devenez pratiquement un moins que rien. J'ai vu des ministres de cet état-là mourir comme des chiens de griffe, mourir comme des chiens qui n'avaient plus rien. C'est la faute à qui? Vous savez, le problème c'est quoi? Vous et moi, nous avons un train de vie actuellement. Si demain nous nommons ministre, on n'est pas obligé, on ne doit même plus garder le même train de vie parce que cette responsabilité au niveau de l'État nous amène à avoir quand même un certain standing de vie. Nous devenons le ministre, on ne peut plus prendre des évidences, vous et moi. On ne peut plus faire un certain nombre de choses. Donc, quand vous devenez autorité... Et l'État vous alloue les moyens pour... Tout à fait, c'est ce que je dis. Et quand vous cessez d'être ministre, l'État ne vous alloue plus les moyens, vous retournez à votre ancienne vie. Ce n'est pas une fonction éternelle, Alphonse Moïse. Ce n'est pas une fonction éternelle. C'est pourquoi je dis, dans la loi, on a dit qu'il faut souscrire. Forcément qu'on va faire des retenues sur ce que vous gagnez pour vous permettre, au-delà, après vos activités politiques, que vous puissiez avoir quelque chose pour maintenir le train de vie. On a vu des anciens députés, des ministres mourir par faute de moyens. Des anciens députés, des ministres mourir par faute de moyens. C'est vrai que ce n'est pas des choses, on le dit un peu avec beaucoup de frissons au cœur, mais aujourd'hui, est-ce que c'est la faute à l'État? D'abord, j'aimerais saluer, au même titre que Alphonse, cette proposition, cette initiative quand même, disons, du député Augustin Aranvoyebla. Cela vient traduire combien de fois certains parlementaires sont féconds en matière de propositions, même si, dans le cas espèce, je me pose assez de questions par rapport à la forme que pourrait prendre cette proposition de loi et quelles seront les dispositions qui seront quand même, disons, mises là-dedans pour que la chose soit véritablement applicable. Mais j'aimerais souligner un certain nombre de choses. Si vous choisissez d'être député de façon discontinue pendant 4 mandatures, c'est à vous de préparer votre retraite. C'est pas forcément à l'État de préparer la retraite de qui que ce soit. Non. Puisque la fonction de député, je dis fonction, n'est pas quand même, disons, une fonction publique. C'est une responsabilité politique que vous occupez au sein de la République et ils sont très bien payés. Un député quand même, disons, en 4 ans, peut gagner 50 fois à 100 fois ce qu'un fonctionnaire de l'État va gagner en 30 ans. C'est pour dire quoi? C'est pour dire que à chaque acteur politique... Le député a des charges que le fonctionnaire n'a pas. C'est ça que tu entends d'expliquer le co-débatteur. Attendez d'abord, j'en viens. Si des gens, quand même, qui peut-être sont dans le privé, si des gens qui travaillent de façon autonome, parviennent peut-être à s'organiser une très bonne retraite sans que quelqu'un ne soit véritablement amené à leur dicter la façon dont ils doivent organiser leur lendemain ou bien leur fin de vie, leur fin de carrière. Ce n'est pas un député que l'on doit se sentir obligé de faire truc là. Ce que je voulais dire, c'est-à-dire quoi? Déjà, en fait,
il faut que ceux qui nous suivent, nos internautes, comprennent en quelque sorte ce qui se cache derrière les avantages d'un député. Vous êtes député, vous êtes très bien payé, vous avez un très bon salaire. Autre chose, ils sont assurés, ils ont une assurance qui leur, quand même, disons, facilite le fait d'aller se faire soigner sans payer grande chose. Ils ont accès à un certain nombre d'opportunités. Et il y a également aussi, lorsque vous cessez d'être député, ce que vous avez gagné en termes, quand même, disons, d'assurance, c'est en des millions. Et ils encaissent ça. J'ai plusieurs amis parlementaires, j'en ai d'autres qui sont aujourd'hui, quand même, disons, et qui ont choisi de prendre du recul par rapport à la vie politique. C'est pour dire quoi? Vous êtes député, c'est à vous d'organiser votre retraite. La dernière chose qu'il faudrait souligner, c'est-à-dire quoi? Libre à eux de voter des dispositions de la loi qui peut-être quand même encouragent des retenues sur salaire à leur niveau. Mais que l'on n'élargisse pas cette disposition au point que ça soit à l'État de garantir à un député sa retraite. Mieux, la nouvelle réforme au niveau quand même, disons, de la charte des partis politiques précise que l'on ne peut plus être député au Bénin plus de 2 à 3 fois, je crois. C'est-à-dire quoi? 3 fois. Plus de 3 fois. Ce qui voudrait dire quoi? Aujourd'hui, nous n'aurons plus ces députés-là, quand même, disons, éternels, qui sont au Parlement, qui ont fait 5 mandatures, qui ont fait 10 mandatures, 7, je dis, Vous voulez dire que c'est la raison pour laquelle on est en train de proposer une loi pour assurer leur retraite, c'est ça? Je ne sais pas. C'est la conséquence de la limitation du mandat des députés? Je ne sais pas, mais je pense plutôt que là où nous sommes, l'État, ou bien le gouvernement, à travers la réforme du système partisan, a déjà pris quand même, disons, un certain nombre de dispositions qui pourraient amener un député bien conscient, puisque je ne voudrais pas manquer de respect à nos élus, puisque ce sont des gens très honorables. Du moment où ils sont très honorables, à prendre quand même, disons, toutes les dispositions adéquates pour se garantir une très bonne retraite. D'accord. Syriac de Kénou, oui. Les députés ne demandent pas à l'État de mettre à leur disposition de l'argent. La loi leur permettra de s'organiser eux-mêmes. Ça dit quoi? Il a parlé de retenue. La loi peut dire désormais pour chaque député, si au cours de son mandat, chaque mois, il met de côté, c'est un exemple que je donne, 500 000. S'il fait 2 ou 3 mandats, ça fait 3 ans fois 12 fois 3 mandats. Ce que ça va ramener à la fin de ces 3 mandats, on lui restitue son argent. Il ne demande pas à l'État de sortir l'argent de la caisse de l'État pour financer, mais c'est une forme de cotisation qu'ils vont créer à leur niveau avec l'aide de l'État. C'est-à-dire que tout à l'heure, on a dit que quand les sous sont virés, on fait prélèvement à la source par rapport aux différentes caisses des partis politiques. On peut aussi créer cette caisse-là, peut-être qu'on va appeler caisse de solidarité, et chacun, à chaque fin du mois, on dit, on puise dedans. Ça se passe dans des entreprises privées où, dans tous les cas, on attend bien que l'honorable Augustin Amoué vienne préciser davantage les modalités de sa proposition. Les députés gagnent bien leur vie, c'est vrai. Mais je dis, il y a ce qu'on appelle le régime des incompatibilités. Tous les députés ne sont pas agents permanents de l'État. Il y a des députés qui sont opérateurs économiques. Mais si vous êtes député, vous vous organisez à votre manière. Il y a des députés qui sont, quand vous devenez par exemple député, il y a des activités que vous ne pouvez plus gérer. Donc vous êtes obligé de laisser vos activités ou bien vous les confier à quelqu'un. Mais quand vous confiez vos activités à quelqu'un, ce n'est pas évident que la personne gère comme si vous étiez là. Parce que vous avez accepté de travailler pour la République peut vous aider à épargner. Encore que quand on stigmatise cette loi sur les députés, ils ne sont pas les seuls élus de la République. Il y a également les élus communaux, les élus locaux. Est-ce que ceux-là n'auront pas des ambitions? On aime mieux servir que par soi-même. C'est d'ailleurs pourquoi je disais ceci, puisque ce n'est pas que je suis quand même, disons, totalement contre la proposition, et je l'ai dit un peu plus tôt. J'ai dit ceci, que c'est déjà très bien qu'il y ait une proposition pareille, mais que je serai contre une proposition qui tendra à impliquer l'État, vous comprenez, dans cette gestion de la fin de carrière d'un député. C'est vrai que nous sommes d'accord là-dessus. Le fait déjà qu'il y ait un assainissement de la vie politique béninoise, le fait déjà qu'il y ait un financement public des formations politiques et assouplit, vous voyez, c'est que assouplit déjà les dépenses d'un député
qui n'est plus forcément amené à sortir de l'argent pour pouvoir financer son électorat et autres, là, mais c'est la formation politique qui est beaucoup plus maintenant amenée à financer les différentes activités de ces élus sur le terrain. Cependant, il ne faudrait pas que cette formulation, c'est-à-dire quoi, cette volonté de préparer une très bonne retraite à nos élus, que je respecte très bien, entraîne quand même, disons, l'État sur cette piste-là, sur cette piste d'accord, de dépenses que l'on ne serait pas véritablement en mesure de contenir dans le futur. D'accord, on vous aura compris. Le financement public des partis politiques, la proposition de loi sur la retraite des députés, c'était les deux sujets au menu de ce 34e numéro de votre émission Carré Politique, qui recevait pour l'exercice de décryptage Alphonse Moïse Soulé. Cyriaque Dekenou, merci d'avoir animé ce plateau avec nous. Chers internautes, merci pour la fidélité renouvelée à nos programmes. Toute l'équipe de réalisation vous remercie de nous avoir suivis.